18h, merci d'avoir choisi TV Vendée. Nous sommes le lundi 15 avril. Voici le sommaire de ce journal. En Vendée, 12 bâtiments seraient menacés de disparition d'ici 2028 en raison de l'érosion côtière. Et ce chiffre monte à 319 logements pour 2050. La carte de projection publiée par le centre d'expertise Cerema inquiète. Nous irons du côté de Noirmoutier pour le constater. Comme chaque lundi, nous reviendrons sur les événements sportifs du week-end et notamment la 18e course de côte régionale de Bournezeau. Enfin, on en saura un peu plus sur la concentration de menhirs d'Avrier, visible à l'intérieur même du château des Aventuriers. Gérard Beneteau, archéologue, nous livrera le fruit de 20 années de recherche et de fouilles. Partout en France, les contribuables doivent déclarer leurs revenus de 2023. La date limite de déclaration en ligne est fixée pour la Vendée au jeudi 6 juin. Et pour les contribuables qui choisissent le format papier, la date à retenir pour éviter les pénalités de retard est le lundi 21 mai jusqu'à 23h59. Et voici les nouveautés. À compter de cette année, effectivement, il existe une appli téléchargeable sur les smartphones pour faire la déclaration en ligne. Donc c'est un dispositif qui est en pleine évolution, qui va s'étoffer. Au jour d'aujourd'hui, effectivement, on peut faire des déclarations complètes sur le portable, sous réserve malgré tout que ces déclarations soient relativement simples, qu'il n'y ait pas trop de déclarations annexes aux revenus à faire. Mais effectivement, et c'est aussi pour répondre aux populations les plus jeunes qui sont peut-être moins habituées à se servir d'un ordinateur ou à avoir un ordinateur et qui sont plus à l'aise sur leur téléphone portable. La Vendée, 4e département avec le plus de logements voués à disparaître par la montée des eaux. C'est le résultat d'une carte publiée par le CEREMA, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, avec des projections sur le recul du trait de côte à l'horizon 2050 et 2100. Basée sur le scénario du pire, l'hypothèse inquiète les principaux concernés. Notre journaliste Mathis Pires s'est rendu à Noirmoutier. Au bord de la plage, rien ne sépare ces propriétés de la mer. Leur temps est désormais compté, grignoté chaque jour par les grandes marées. Depuis la Murette jusqu'à la plage, on avait 10 mètres de dune avant. Jusqu'en 2016, où là, toute la dune est partie. L'avenir de leur résidence de famille des années 50 préoccupe ces deux cousines. Dans les prochaines années, elles pourraient bien finir sous les eaux. On s'en inquiète d'ailleurs depuis une quinzaine d'années, parce que d'année en année, on voit l'érosion à l'œuvre. Tant qu'on peut, on en profite et on ne sait pas si ça prendra 2 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans. Comme elle, en Vendée, à l'horizon 2100, c'est plus de 41 000 logements menacés par la montée des eaux. Le département se placerait alors comme le 4e plus touché de France, si rien n'est fait. C'est un territoire de zone basse, il y a beaucoup de marais, et donc il y a des enjeux. Et en fait, à 2100, on a fait une carte où on a pris en compte, c'est la première fois qu'on faisait ce type de projection, l'ensemble des zones basses du littoral. Et on a ajouté 1 mètre d'eau qui correspond au scénario eau du GIEC, en fait. Un scénario de 2100, c'est le scénario d'inaction, c'est-à-dire qu'on n'a même pas entretenu les ouvrages de protection. De l'autre côté de l'île, ici, où les dernières tempêtes ont frappé fort, la communauté de communes s'active pour lutter contre le recul du trait de côte. Et on a créé la communauté de communes et ce service mer pratiquement pour la défense mer. Donc on est vraiment en capacité de répondre à ces enjeux. Chaque année, 1,8 million à 2 millions d'euros sont consacrés à la défense contre la mer. Sur l'île, à cause de la menace grandissante de l'érosion, Fabien Gabory n'exclut pas de faire participer les riverains. Le dérèglement climatique étant là, on voit qu'on commence à consacrer des enveloppes de plus en plus conséquentes et donc il va falloir trouver des financements. L'État nous accompagne, il faut le savoir, on est subventionné à 80% à peu près. Mais malgré tout, il faut bien comprendre que sur des territoires comme le nôtre, il faudra trouver et lever des financements et donc ça passera par une fiscalité des habitants, ça risque d'être évident. Si on veut protéger les habitations, il faudra avoir les moyens conséquents. Si le scénario du pire venait à se réaliser, dans tout le département, la valeur des biens menacés s'élèverait à plus de 8 milliards d'euros.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du service autonomie à domicile qui incite au rapprochement entre l'aide et le soin, le CHD Vendée vient de faire une session d'autorisation des SIAD, les services de soins infirmiers à domicile, à l'ADMR et l'ADAMAD. Cela implique un changement de statut pour les agents titulaires de la fonction publique hospitalière. Des solutions de mise à disposition ou de changement de service ont donc été trouvées. Si ce transfert représente beaucoup de changements pour les équipes, pour les usagers, cela simplifie les choses. Les aides-soignantes et les aides à domicile travaillent ensemble pour répondre au mieux aux besoins de la personne accompagnée, qu'elle soit en situation de handicap ou âgée. Et puis les encadrants aussi se coordonnent ensemble. Les infirmières coordinatrices, les responsables de secteur, tout le monde travaille ensemble pour répondre au mieux aux besoins de la personne. Pour les usagers, ça va engendrer un guichet unique. C'est-à-dire quand ils auront besoin d'une aide à domicile et d'une aide soignante, eh bien, ils n'appelleront qu'un numéro et les soins et l'aide sera coordonnée par la personne qui organisera leur intervention à domicile. Et nous apprenons aujourd'hui que par mesure de précaution, l'accès à l'IFPS est momentanément suspendu pour renforcer la sécurité de l'entrée du bâtiment. 290 étudiants sont impactés par cette fermeture, les autres étant déjà accueillis à l'université ou en stage. Les équipes enseignantes et administratives seront placées en télétravail. Réouverture du bâtiment prévue le 22 avril. Pour la 22e journée de National 2, les Herbiers, en 5e position, recevaient Paris 13 Atlético samedi soir à 18h au stade Massabielle. À seulement 5 journées de la fin du championnat, le VHF devait briller pour prétendre à la montée. Avec plusieurs occasions en début de match, les Vendéens se font surprendre à la 24e minute par Amara qui ouvre le score pour Paris. Et le VHF ne concrétise pas et laisse même leurs adversaires inscrire un second but en deuxième période par Bokangou, 2-0. Désillusion pour les Herbiers qui restent 5e du classement, à désormais 7 points d'écart avec les leaders, le FC Libourne et la Roche Vendée Football. Le groupe aujourd'hui n'a pas été à la hauteur du match. Et aujourd'hui, il y avait 2 équipes. Ça veut dire qu'il y a une équipe qui était, je dirais, dans le sens où elle a envie de monter et une autre dans le sens où elle a envie de subir les choses. Et on n'a pas été capable aujourd'hui d'être conquérant. On savait que c'était un duel, un combat, parce que c'est une équipe qui est extrêmement bien en place, qui joue en 5-4-1, qui est solide. Et nous, on n'a pas été provoquer les choses. Sur ce match-là, ça veut dire qu'on a accepté le défi proposé par l'adversaire qui était facile pour eux. Et la 18e course de côte régionale de Bournezeau s'est déroulée ce week-end. Elle compte pour la Coupe de France de la montagne. 77 coureurs du Grand Ouest, regroupés en plusieurs catégories, se sont mesurés sur le parcours de 1,7 km. Ils étaient encadrés par 250 bénévoles. Alors le public nombreux a pu admirer les différents bolides, et ce, sous un beau soleil. En monoplace groupe DE, le jeune Arthur Baudin, licencié au BSM, a remporté la première place. Il a fait très chaud, donc les pilotes ainsi que les pneus étaient mis à rude épreuve. Mais non, satisfait du week-end et puis on reviendra pour l'année prochaine. C'est une piste, il faut tout le temps avoir, faut tout le temps avoir du rythme parce que si on rentre fort dans un virage, ça conditionne la suite du tracé. Et donc si on est rapide au début du virage, on sera forcément à l'arrivée. On roule très peu de kilomètres dans le week-end, mais c'est intense, je suis assez essoufflé. Et c'est ce qui fait la particularité de ce sport, c'est d'aller au point A, au point B très rapidement et sans chauffer les pneus, sans trop chauffer la mécanique, donc il faut être dans le coup dès le début. Et Romain Pataconi, en monoplace, a remporté l'épreuve au temps. Le temps avrillé, il semble arrêté. Le bois de Fourgon, un bois très ancien, a remarquablement préservé la plus grande concentration de menhirs du Grand Ouest. Des séries d'alignements quasiment uniques. Les seuls autres de ce type se trouvent du côté de Pornic. Gérard Beneteau, archéologue, a étudié la concentration d'Avrier pendant 20 ans, allant jusqu'à reproduire les techniques de levage de ces pierres. Il nous éclaire un peu sur la raison de leur présence. Près de 5500 ans nous contemplent. Dans l'enceinte du château des Aventuriers, le bois Fourgon, un bois très ancien, abrite 4 alignements mégalithiques, des monuments qui pouvaient servir de balises. La zone d'Avrier-le-Bernard, qui est délimitée par ces monuments-là sur 7 km de longueur et 3,5 km de largeur jusqu'à l'océan. Alors, ces monuments d'abord sont très très gros, parfois très élevés, jusqu'à 7 mètres, ce qui détermine une population importante, surtout pour les populations voisines, qui n'oseront pas évidemment pénétrer dans ce territoire parce qu'il y a beaucoup de personnes, parce que pour relever un caillou qui fait 100 tonnes, il est évident qu'il faut du monde.
Quelques milliers de personnes vivaient ici. Une démonstration de force, mais pas seulement. Les menhirs seraient genrés. Comprenez, on y a créé des silhouettes masculines ou féminines. Ce monument-là est beaucoup plus large au centre de sa verticalité, alors qu'à la base et au sommet, il est beaucoup plus étroit. Donc pour nous interprétons ça comme le hanchement des femmes, chose que les hommes n'ont pas. Les hommes ont généralement plutôt une stature des épaules beaucoup plus large que celle des femmes de façon naturelle. Ça, là, c'est artificiellement éclaté pour donner justement un épaulement et puis pour faire ressortir le côté du hanchement. Les alignements, pourquoi ? Parce que chaque pierre représente certainement un personnage important dans la lignée familiale, que ce soit une femme ou un homme. Il est évident que ces petits alignements représentent soit des familles ou des lignées, peut-être les deux. Les faces plates auraient été peintes pour symboliser la fécondité. Gérard Beneteau a mené ici des travaux de fouilles pendant plus de 20 ans, mais de nombreux mystères restent à éclaircir. C'est extrêmement fragile, donc on n'a d'ailleurs pas tout fouillé. On a laissé plusieurs monuments intacts depuis la préhistoire, de façon à ce que d'autres archéologues plus tard les étudient d'une autre façon avec d'autres techniques. Et comprendre par exemple pourquoi les silhouettes féminines sont aux extrémités nord ou sud des alignements, tandis que les hommes sont placés au centre. Gérard Beneteau estime à environ 15% seulement la compréhension que nous avons de ce phénomène à ce jour. Et pour finir, quelques images qui nous viennent de l'école du Moulin Rouge de La Roche-sur-Yon. Il s'agit d'une école d'application pour les enseignants en formation. Tout au long de l'année, un groupe a travaillé sur un projet pédagogique autour de la protection des océans avec 2 classes de CE1 et de CE2. L'aboutissement, une conférence spectacle pour les parents, a été présentée dans les locaux de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Un moment riche en enseignement, c'est le cas de le dire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité comme toujours dans votre matinale de 7h à 9h. Belle soirée sur TV Vendée.